Salut! Et ben voilà, donc du coup, je commence ce petit live avec vous. Je vous ai mis un petit post dans l'après-midi en vous proposant un petit live soit sur les attitudes sur le plat, soit sur l'abord à l'obstacle. Et vous avez été quelques-uns à plutôt privilégier un petit live sur les attitudes au travail sur le plat. Donc voilà, donc pourquoi un petit live par rapport à d'habitude où je fais plutôt soit des vidéos, soit des écrits. Bah, tout simplement parce qu'en fait je trouve ça sympa, le petit live. Finalement on voit qui est là, on voit qui commente. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui nous rapproche un peu plus. Et comme j'en ai fait hier un sur les chevaux d'endurance, parce qu'un des cavaliers avec qui j'échange de temps en temps, Hugo, m'a sollicité. Du coup, j'ai trouvé ça sympa, donc je me prends un peu au jeu et je vous propose donc de venir chez moi. Regardez, là, on est dans le sud-est, à Martigues, à côté de Marseille. Et donc, du coup, on va partager un petit moment ensemble pour parler des différentes attitudes au travail. Donc, j'ai rien préparé de spécial hein, pour ce live. Donc, du coup, je vais me laisser un peu guider par mes idées et par vos commentaires ou par vos questions. Donc, à chaque fois, essayez plutôt de poser des questions sur ce dont on est en train de parler pour pas être complètement hors sujet et éviter qu'on passe du coq à l'âne. Donc, euh, donc voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc je vous explique un peu, à mon sens, les différentes attitudes utiles pour le travail et ce qu'elles permettent de rechercher. Et puis donc si vous avez des commentaires ou des idées différentes, surtout n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Donc du coup, la base de ce que moi j'ai eu la chance d'apprendre et en tout cas de ce que je souhaite maintenant faire avec mes chevaux, c'est essayer de rechercher en permanence leur décontraction et leur relâchement en prenant en compte que chez le cheval, par rapport à chez l'athlète humain, homme ou femme, pour obtenir du relâchement, on va essayer de se décontracter mentalement. Et donc, du coup, ça va induire une décontraction physique ou une facilité, plus de facilité à se décontracter physiquement. Euh, Malheureusement, comme je le dis souvent, chez le cheval, c'est un petit peu différent parce que c'est beaucoup plus complexe d'atteindre leur mental sans passer par leur physique, tout simplement parce que nos aides, quelles qu'elles soient, que ce soit les jambes, les mains, le poids du corps, le regard, enfin bon, tout ce que vous voulez, ça intervient toujours sur leur physique et c'est compliqué de toucher le mental du cheval directement, encore une fois, sans passer par le physique. Donc du coup, l'intérêt de la connaissance des différentes attitudes va nous permettre, si vous voulez, de travailler de la manière suivante, de se dire que euh, puisque on ne peut pas atteindre directement le mental, il va falloir essayer de positionner le cheval dans une attitude physique qui lui permet, dans un premier temps, de se relâcher physiquement ou d'inciter le relâchement physique pour que peu à peu, comme il y trouve du confort, il se relâche mentalement. Et du coup, là, à ce moment-là, cette décontraction mentale, ce relâchement, va inciter plus encore le cheval à se décontracter physiquement. Donc du coup, l'intérêt de la posture, un petit peu comme dans le yoga pour nous, alors je ne suis pas un ultra expert du yoga, mais du peu que je connais, on travaille beaucoup sur les postures pour obtenir un bien-être, une décontraction, un relâchement. Ben là, si vous voulez, la recherche de telle ou telle attitude va nous permettre d'obtenir exactement la même idée, inciter le cheval à se décontracter. Alors, là-dessus, il est de commune mesure d'avoir accepté, et j'espère que tout le monde l'accepte maintenant, ou tout le monde l'a accepté, que pour se relâcher plus facilement, j'entends bien là plus facilement, il est préférable d'inciter le cheval à travailler dans une attitude plutôt ronde et plutôt basse.
Alors, plutôt ronde et plutôt basse, qu'est-ce que ça veut dire? Alors déjà, ça veut dire qu'il va falloir s'adapter à chaque cheval, tout simplement parce qu'ils n'ont pas tous ni la souplesse, ni la musculature pour fortement s'étirer vers le bas. Et de l'autre côté, ils n'ont pas tous non plus assez de décontraction, parfois dans les premiers temps du travail, pour justement se relâcher et aller assez bas. Mais globalement, si votre cheval travaille dans une attitude ou de profil, quand on le regarde travailler de profil, à la longe par exemple, ou monter si vous êtes à pied, quelqu'un le montre, ou le contraire. Si votre cheval travaille dans une attitude où l'encolure s'arrondit, hein, c'est-à-dire qu'elle ne part pas droite, un peu comme le cheval en liberté ou le cheval qui galope sur un champ de course, si l'encolure a tendance à s'arrondir, avec une nuque qui va se positionner plus basse que le garrot, là, votre cheval est dans une attitude qui favorise sa décontraction physique, en particulier sa décontraction de l'ensemble de sa colonne vertébrale et plus particulièrement de son dos. Dans cette attitude-là, c'est donc plus aisé d'obtenir du relâchement et de la décontraction physique. Peu à peu, votre cheval va y trouver de plus en plus de confort dans cette attitude-là, et donc il va pouvoir gentiment entrer dans un relâchement mental. Ce relâchement mental, du coup, va arriver avec un gain de décontraction physique, un gain de souplesse, plus de facilité à justement étirer toute sa colonne vertébrale et tout son dos pour être plus à l'aise dans son corps. Comme il est plus à l'aise dans son corps, c'est un exercice beaucoup plus facile pour lui de se descendre et donc de se décontracter. Comme c'est plus facile pour lui, il se relâche mentalement. Comme il se relâche mentalement, il a envie, il est ainsi invité, si vous voulez, à aller encore plus loin. Pour bien schématiser ce phénomène-là, c'est un petit peu comme pour nous. Alors je prends toujours le même exemple, mais je trouve que c'est le plus parlant. Euh, vous savez que être souple sur le moyen et le long terme, c'est idéal pour notre corps, pour votre corps. Alors, la différence déjà avec le cheval, c'est que lui, concrètement, ça, il ne le sait pas, hein. Lui dire, écoute, on va faire tel et tel exercice pour que dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, tu sois au top de ta forme et que tu n'aies pas de courbature de ci, de ça, lui, c'est extrêmement compliqué à lui faire comprendre. Mais nous, on le sait. Donc, on part à la salle de gym et du coup, on commence avec un coach, hein, à faire des exercices en vue d'apprendre à faire le grand écart. Donc, on a une capacité très personnelle en termes de souplesse pour écarter nos deux jambes et se rapprocher plus ou moins d'un grand écart comme on l'entend. Alors moi, à titre perso, elle est assez limitée, cette capacité. Et donc, même si vous savez que ça va vous faire du bien, plus vous écartez vos cuisses pour faire le grand écart, plus c'est douloureux. À un moment donné, il y a un moment donné de rupture, où vous ne pouvez pas, pour le moment, aller plus loin. Vous ne pouvez pas écarter plus vos jambes, ça vous fait trop mal. Et donc là, vous vous crispez physiquement, parce que vous avez peur de casser si vous allez plus loin, et donc, forcément, vous vous crispez mentalement. Comme vous êtes crispé mentalement, il n'y a également aucune chance que vous vous décrispez physiquement. Et ainsi de suite. Et donc là, on est dans le cercle vicieux du cheval qui est de plus en plus raide, ou du cavalier, enfin du sportif, entre guillemets, qui ne peut pas aller plus loin et qui ne veut pas aller plus loin. Alors, pour progresser, donc là je fais le parallèle entre le cavalier et le cheval, mais j'imagine avec nous, parce que c'est parfois un peu plus parlant, mais finalement c'est exactement le même système avec le cheval. Il va falloir que par petites touches et par des exercices un peu divers et variés, vous arriviez dans un premier temps à vous décontracter à ce point de rupture-là. Donc, plus vous allez essayer d'aller toucher ce petit point de rupture, plus peu à peu, vous allez gentiment gagner un peu en souplesse. Et donc, ce petit point de rupture va peu à peu être de plus en plus loin. Donc, par rapport à il y a une semaine ou 15 jours ou 3 semaines, comme ce petit point de rupture est un petit peu plus loin, parce que vous avez progressé malgré tout en termes de souplesse, vous allez pouvoir, au même point de rupture qu'il y a 3 semaines par exemple, être beaucoup plus serein, être beaucoup plus à l'aise. Et donc vous décontracter sur le même effort où il y a quelques semaines, vous n'arriviez pas à aller plus loin.
comme vous vous relâchez parce que vous trouvez ça un peu plus aisé, et bien du coup, mentalement, vous dites ok, là en fait j'y arrive maintenant à aller jusqu'à ce point-là. Donc, vous arrivez là aussi à vous décontracter. Comme vous vous décontractez, et ben du coup, vous allez pouvoir physiquement solliciter votre corps pour qu'il aille un petit peu plus loin encore dans l'effort. Et donc, chez le cheval, c'est exactement le même système. Peu à peu, en progressant, il va se rendre compte que finalement l'effort qui était très exigeant il y a quelques semaines ou quelques mois l'est un peu moins. Donc, peu à peu, il arrive à se relâcher. Au moment où il commence, lui, à y trouver même du confort, et ben en fait, vous arrivez à lui demander d'aller encore plus loin. D'où l'intérêt d'aller progressivement dans cette attitude basse et ronde, et par rapport à ce qu'on peut voir sur certaines photos ou sur certaines vidéos de cavaliers, notamment de dressage de très haut niveau, qui arrivent à obtenir beaucoup de rondeur et une attitude très très basse dans la décontraction, parce que si on regarde bien, il y a effectivement ceux où il faut s'écarter de cette manière de faire là qui l'obtiennent en force, et ceux qui l'obtiennent justement en décontraction, en relâchement du cheval, qui arrive à se mettre gentiment très rond et très bas. Et donc là, bah, le cheval, il va y trouver son confort et il va réellement étirer toute sa colonne vertébrale, un petit peu comme si, alors je ne sais pas si physiquement c'est exactement ce qui se passe, mais ça donne un petit peu l'impression que chaque espace intervertébral de toute sa colonne vertébrale arrive à s'étirer de quelques millimètres les uns des autres. Peu à peu, en obtenant ce système-là de travail, en particulier les premiers temps du dressage ou de l'entraînement de votre cheval, puis ensuite dans les premières minutes, ce qu'on appelle vulgairement la détente du cheval, vous allez avoir un cheval qui, un peu comme si on avait fait de la gym et du yoga, se trouve parfaitement délié, très décontracté, relax, qui arrive à bouger tout son corps avec beaucoup de facilité. Et donc, du coup, quand vous allez lui demander un effort un petit peu plus intense en termes de rassembler notamment, donc de manière très concrète, quand vous allez lui demander de se rassembler, donc de prendre un cadre beaucoup plus petit avec des rênes plus petites. Vous allez lui demander de compacter tout son corps, là où jusqu'à présent, on lui demandait de s'étirer. Alors, s'étirer au bout d'un moment avec un cadre très grand, c'est facile, mais se recompacter dans un cadre plus petit sans se crisper, et c'est bien là toute la différence, sans se crisper, là c'est beaucoup plus compliqué. Mais si vous le faites encore une fois de manière très progressive, de raccourcir peu à peu le cadre, alors là je prends souvent l'exemple du contorsionniste. Donc on a tous en tête le contorsionniste quand on va dans un spectacle de cabaret ou au zoo, au cirque, le contorsionniste qui rentre dans une boîte ridiculement petite. Il n'en est pas arrivé là du jour au lendemain. Il s'est pas dit un matin, tiens, je vais rentrer dans cette toute petite boîte. Il a fait des heures et des heures d'entraînement pour être de plus en plus souple et rentrer dans une très grande boîte. Puis, au fur et à mesure de son entraînement, il s'est rendu compte qu'avec autant d'aisance, parce qu'il avait progressé, il arrive à rentrer dans une boîte un petit peu plus petite. Il continue de s'entraîner pour aller dans une boîte de plus en plus petite. Et si on travaille avec la même idée, avec la même progressivité, avec la même progression, peut-être mieux, avec la même progression, il n'y a aucune raison que notre cheval, qui gagne de plus en plus de souplesse, n'arrive pas lui aussi à rentrer dans un cadre de plus en plus petit. Et donc, finalement, vous allez pouvoir passer d'une attitude très très ronde, très très basse, à une attitude beaucoup plus compacte, avec nuque en point le plus haut, une encolure très ronde et un cheval très près de vous, parce que il n'a plus aucune difficulté à se mettre dans cette attitude-là. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas deux attitudes, l'attitude de présentation pour un cheval de dressage de concours et l'attitude ronde et basse. Il y a tout un panel d'attitudes qui est en fait de l'extrême rond et bas à l'extrême attitude de présentation. Et il faut que vous preniez bien en compte les indicateurs
c'est-à-dire ce que vous dit votre cheval quand vous essayez de le faire rentrer dans une boîte un peu plus petite. S'il vous dit là je suis capable, il n'y a aucun souci, vous continuez comme ça. Si il commence à peser à la main, à chercher à sortir du cadre, c'est-à-dire il cherche à sortir de l'attitude en donnant un coup de tête, ou au contraire il n'avance plus du tout, ou au contraire il se met à chauffer, tous ces indicateurs-là vous montrent que non, pour le moment, la boîte dans laquelle tu cherches à me mettre est un peu trop petite, ou beaucoup trop petite. Et donc, il vous faut continuer de travailler dans les boîtes de taille plus grande pour permettre à votre cheval, peu à peu, de s'améliorer, de progresser, pour, à un moment donné, réussir à revenir dans cette boîte dans laquelle il n'arrivait pas à rentrer il y a quelques jours ou quelques semaines. Ensuite, voilà, je ne sais pas si certains ont des questions, n'hésitez pas, parce que du coup, comme je vous avais dit tout à l'heure, je n'ai pas préparé particulièrement le sujet, donc là je suis un petit peu au talent, comme disent mes cavaliers les plus gents. Donc ensuite, qu'est-ce que vous apportent donc ces diverses attitudes? L'attitude la plus ronde et la plus basse va vous donner un maximum de décontraction parce que c'est l'attitude dans laquelle le cheval a le plus de facilité à bouger. Ça va vous permettre donc de réellement délier votre cheval et d'améliorer la décontraction et la base de la locomotion. Ça va aussi vous permettre de passer quelques exercices pour lesquels il éprouve quelques difficultés sur un cadre plus petit parce que, encore une fois, le cadre étant plus grand, le cheval a plus d'aisance à se déplacer à l'intérieur de ce cadre-là. Par contre, c'est sûr que ça ne va pas vous apporter un équilibre à 100% sur les hanches. Alors il y a William là qui vient d'arriver, je ne sais pas si vous le voyez. Tu viens dire bonjour? Tu viens dire bonjour. En plus, tu vas être content, regarde, il y a Camille qui nous regarde. Dis bonjour à Camille. Coucou Camille. Il nous a parlé de toi tout l'été, hein. Vivement qu'on se retrouve en Normandie. Tu fais coucou à Camille? Coucou. Allez, oust. Voilà, donc du coup, oui, donc je reprends sur l'attitude ronde et basse. Elle va pas vous donner 100% d'équilibre. Mais par rapport à ce que on peut s'imaginer, par rapport à ce que j'entends souvent, mettez-vous bien en tête que cette attitude ronde et basse n'est pas une attitude qui vous met en déséquilibre. C'est faux. C'est totalement faux. Alors je sais que dans certaines euh, courants de pensée, dans certaines équitations, dans certaines méthodes, et là je fais l'énorme parenthèse pour vous dire qu'il n'y a pas une bonne méthode en équitation, hein, il y a une multiplication de très bonnes méthodes qui donnent plus ou moins de satisfaction en fonction de ce qu'on recherche, et que la meilleure méthode qui puisse être, ça serait celle de combiner l'ensemble de toutes les méthodes. Coucou Camille. Ah, tout le monde me regarde, mais c'est sympa. Salut Marc, salut Véro. Donc du coup, voilà, ne vous mettez pas en tête qu'il n'y a qu'une méthode qui fonctionne, c'est faux. Mais en tout cas, si une méthode, ou si quelqu'un, ou si vous vous imaginiez que travailler un cheval rond et bas met les chevaux sur les épaules ou en déséquilibre, c'est totalement faux. Premièrement, parce que le déséquilibre réel, qu'est-ce que c'est? C'est un cheval qui tombe. Voilà, donc si votre cheval ne tombe pas, c'est qu'il n'est pas en déséquilibre. Ça ne veut pas dire que pour autant, on est bien d'accord qu'il est en équilibre sur les hanches avec 100% d'équilibre, mais il n'est pas en déséquilibre. Si votre cheval ne vient pas pour ne pas tomber, s'appuyer sur les rênes, tirer sur les rênes un peu comme si vos rênes étaient une canne ou une béquille, il n'est toujours pas en déséquilibre. Et une fois encore, un peu comme les attitudes, il y a pléthore d'équilibres, plus ou moins sur les hanches, évidemment, mais travailler un cheval rond et bas n'est pas en déséquilibre, n'est pas travailler un cheval, n'est pas le mettre sur les épaules, pour une simple et bonne raison. Je prends toujours cet exemple-là, alors je sais que tout le monde ne voit pas les choses de la même manière, mais c'est ce que je trouve qui fait un peu la beauté de notre sport. Dans un certain courant de pensée, notamment tout ce qui est plus ou moins lié à l'équitation de Baucher, le bauchérisme. Je ne vais pas aller trop loin pour ne pas dire de bêtises et ne pas me faire rattraper par ceux
qui sont des fans inconditionnels, mais une de leurs manières de penser est de dire que pour avoir un cheval en équilibre, il faut que le cheval ait la nuque point le plus haut et aucune tension dans les rênes. Et donc le raccourci est vite fait de dire que si le cheval a la nuque point le plus haut et qu'il ne met aucune tension dans les rênes, il est forcément en équilibre. Ce qui est là est totalement faux, de dire que si le cheval a nuque point le plus haut et pas de tension dans les rênes est totalement en équilibre, c'est totalement faux, parce que tout simplement, et c'est là où moi je comprends pas vraiment, cette manière de penser, c'est que ils disent, ou il est dit que pour que le cheval soit en équilibre, il faut que la nuque soit le point le plus haut, alors que le siège de l'équilibre, ce n'est pas la nuque chez le cheval, c'est le garrot. Ce qui reviendrait donc à dire que pour que le cheval soit totalement en équilibre, il faudrait que le garrot soit lui en point le plus haut. Et finalement, c'est quand même bien quand on est dans une attitude ronde et basse, comme je vous explique, que le cheval a le garrot le plus haut par rapport à l'ensemble du reste de son corps. Et donc, évidemment, de là à dire que si le cheval a le garrot point le plus haut, il est forcément en équilibre, là on n'y est encore pas, hein, mais en tout cas, il n'est pas en déséquilibre. Alors, maintenant, quand on va commencer à avoir un cheval capable de rentrer dans une boîte plus petite, il va y avoir deux facteurs qui rentrent en jeu. Le premier facteur va être sa capacité à rester relâché quand son encolure va se raccourcir un peu, hein, s'étendre moins. Et pour que l'ensemble de l'énergie produite par les postérieurs passe totalement, il ne faut pas que le cheval vienne se crisper, sinon ça reviendrait à dire qu'il cherche à pousser le cadre et donc qu'il vous ouvre, qu'il cherche à pousser un peu la paroi de votre boîte, ce qui n'est pas le but. Mais il faut également que tout ce qui se passe derrière vous rentre aussi dans la boîte et donc que les postérieurs continuent de pousser. Et peu à peu, plus vous allez raccourcir le cadre, plus vous allez récupérer vos rênes, plus votre cheval va être obligé de faire quoi pour ne pas pousser les parois de la boîte plus petite dans laquelle vous mettez. Eh bien, vous cherchez à le mettre. Eh bien, il va être obligé de redresser son encolure et de remonter sa nuque, parfait, mais aussi d'engager plus encore ses postérieurs sous la masse et donc de baisser les hanches. Et donc là, on se retrouve peu à peu avec de plus en plus d'équilibre sur les hanches, parce que le cheval est obligé pour cela de baisser les hanches et faire un report de poids de l'ensemble de son avant-main vers ses postérieurs. Donc, effectivement, quand on travaille avec une attitude qui ressemble plus à une attitude de présentation sur le plat en dressage, forcément on obtient plus d'équilibre sur les hanches. On obtient un coucou Julie, salut Marc. On obtient aussi beaucoup plus de rassemblés, évidemment. On obtient une propulsion un peu plus contrôlée aussi, parce que forcément quand on travaille sur des bases longues, on a quand même moins de contrôle, tout simplement parce que les rênes étant plus longues, le temps de réaction du cheval, parce que les rênes sont quand même le moyen de communiquer avec sa bouche pour tout ce qui est direction et réduction de la vitesse et des contractions. Donc plus les rênes sont longues, moins on a de contrôle, ça c'est évident. Et donc, à contrario, plus on travaille sur une attitude courte, plus on va avoir d'équilibre sur les hanches. En comparaison, attention, on a plus d'équilibre. Ce n'est pas qu'on n'a pas d'équilibre, je pense que je l'ai assez dit quand même, mais je préfère me répéter. On a plus de contrôle, on a plus de rassemblés, évidemment, et du coup, on a un moteur qui pousse peut-être beaucoup plus franchement, ou en tout cas de manière beaucoup plus maîtrisée. Donc, pour essayer du coup de faire un schéma un peu global d'une séance idéale, à mon sens, il faut travailler dans une attitude très ronde et très basse pour obtenir beaucoup de décontraction, un cheval qui se délie, qui est très décontracté en début de séance. Puis ensuite, dans la séance, on cherche à se rapprocher de l'attitude la plus courte possible, de l'attitude la plus
du cadre le plus court possible pour obtenir le plus de rassemblés possible, le plus d'équilibre sur les hanches et le plus de contrôle. Et ensuite, on va tester cette décontraction-là dans cette attitude-là. C'est-à-dire que est-ce que le relax que j'avais dans une attitude très ronde et très basse au début de séance est autant aussi important et toujours présent en tout cas dans une attitude plus contraignante pour mon cheval physiquement et donc mentalement. Si on a des petits soucis de se dire oula ouais non là c'est un peu trop, il n'arrive pas à rester dans cette attitude là, il n'arrive pas à rester décontracté dans cette attitude là, pourquoi pas dans la séance le redescendre, puis revenir à une attitude plus courte, et en tout cas en fin de séance repartir dans une attitude très basse et très décontractée pour obtenir le plus de relax possible, redélier l'ensemble du corps du cheval si jamais on l'a un peu contracté dans une attitude un peu plus courte, et du coup éviter tout ce qui est raideur, courbature, pour pouvoir entamer la séance du lendemain le mieux possible, tout simplement. Alors, pour faire une petite parenthèse, et puis si jamais vous avez des petites questions, n'hésitez pas, parce qu'ensuite moi je vais avoir un peu fini, hein. Donc pour faire une petite parenthèse à l'obstacle, parce qu'on me demande souvent quelle est l'attitude la mieux pour l'obstacle. La différence que l'on a, nous, par rapport aux cavaliers de dressage, nous, cavaliers d'obstacle, c'est que l'attitude en piste, pour nous, n'est pas codée. Les chevaux et les cavaliers de dressage, hein, ils ont dans le règlement FEI écrit noir sur blanc l'attitude qui est recherchée pour dérouler une reprise. Nous, en piste, pour sauter, on n'a pas d'obligation, quelle qu'elle soit. Et il y a quelques jours, une de mes cavalières m'a demandé, parce qu'en fait elle avait fait sa séance à l'obstacle, ça s'était très très bien passé, son cheval était très relax, donc à la fin elle part pour ses 10 minutes de stretching, et en fait elle me dit mon cheval était tellement relax dans la période de stretching que par gourmandise je suis allé sauter un petit obstacle comme ça, il a tellement bien sauté, très facile, très relax, que du coup j'ai réenchaîné beaucoup plus petit, mais les 4-5 petits obstacles de la séance dans cette attitude-là. Et donc, comme elle est tentée par faire du hunter, elle me demandait est-ce que c'était gênant de sauter dans cette attitude-là, quels étaient les avantages, les inconvénients. Et donc, je lui ai expliqué que en réalité, il n'y a pas de contre-indication à sauter dans une attitude très très ronde et très très basse. Et alors j'ai trouvé ça sympa parce qu'en fait je lui ai fait une petite vidéo pour lui expliquer ça, et à ce moment-là mon copain Marc a mis une vidéo de Marcus Henning, qui est un des cavaliers qui essaye de rechercher, d'après ce qu'on voit sur vidéo, le plus de relax possible pour ses chevaux. Et notamment si vous tapez sur Google, alors vous tapez Google Marcus Henning training, vous verrez ses paddocks, c'est fabuleux de relâchement, quoi. Et donc il travaille ses chevaux dans cette attitude-là. Donc du coup, j'ai expliqué à ma cavalière que le summum de la décontraction serait de pouvoir dérouler un parcours entier dans cette attitude-là. Parce que en ayant totale décontraction, ça veut dire qu'on a 100% de connexion avec notre cheval, qu'on est sur des aides plus qu'infimes, et que, enfin, il n'y aurait pas plus beau spectacle, pas plus beau parcours que cela. Maintenant, la réalité, c'est quand même un petit peu autre, c'est que quand même, obtenir d'un cheval du relâchement total en concours sur une piste extérieure, d'un bout à l'autre du parcours, avec toutes les difficultés techniques qui s'enchaînent, et toute la partie émotionnelle, les soubassements, si votre cheval regarde les soubassements, la rivière, le public, le vent, enfin tout ce que vous voulez, c'est quand même très compliqué de les garder relax d'un bout à l'autre du parcours. Et donc, si jamais vous le montez dans un cadre qui demande de la décontraction pour y rester, donc dans un cadre avec des rênes très longues, et que votre cheval ne reste pas relax, vous n'êtes pas comme à la maison où vous pouvez faire une petite transition, faire un cercle ou un exercice pour récupérer de la décontraction, de la rondeur et un cheval qui se réétire. Vous allez vous retrouver d'un coup d'un seul avec un cheval qui sort complètement du cadre, des rênes de 25 km et plus aucun contrôle. Donc, en réalité, c'est finalement ce petit mélange entre
stress et manque de contrôle qui vont faire que c'est compliqué en piste de monter avec des rênes très longues et donc un cadre très grand et donc une recherche optimale de la décontraction. Mais regardez encore une fois, Marcus Henning, c'est un des cavaliers qui monte avec les rênes les plus longues du circuit. Ce qui ne veut pas dire, attention, que les cavaliers qui montent avec des rênes très courtes ont des chevaux absolument pas décontractés ou qui se fichent de la décontraction. C'est pas du tout ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que finalement, arrivé en piste, le cadre pour nous, cavaliers d'obstacle, le cadre qu'on va demander à notre cheval va être un juste milieu entre le maximum de décontraction qu'on peut obtenir de lui en piste et le contrôle dont on a besoin pour réaliser le parcours. Et sur un cheval que vous connaissez parfaitement, si vous regardez bien, vous pourriez vous-même vous surprendre si vous sortez régulièrement en concours. Et ben, de temps en temps, quand vous engagez une prépa ou une petite épreuve, vous pourriez être surpris de voir que vos rênes sont légèrement plus longues que arriver en piste sur une épreuve de vitesse, un grand prix, et peut-être même que par rapport à votre grand prix sur un barrage, vous prendriez vos rênes un petit peu plus courtes, juste pour avoir plus encore de contrôle et être au plus près de votre cheval. Et pourtant, tout le monde aimerait faire un barrage à une allure extrêmement rapide, avec un maximum de décontraction. Et donc voilà, c'est juste ce rapport entre le contrôle et du coup aussi le stress du cheval et la décontraction. Finalement, c'est le stress qui va faire pencher la balance plus dans un sens ou plus dans l'autre et qui va donc nous faire plutôt pencher pour un cadre long ou un cadre beaucoup plus court en piste, nous, cavaliers d'obstacles. Donc voilà, donc encore une fois, puisqu'on était parti sur ce sujet-là des attitudes, tout comme les équitations, tout comme les méthodes, tout comme les courants de pensée, il n'y a pas une bonne attitude. Votre cheval doit être assez décontracté, assez souple, assez bien dans son corps, assez connecté pour travailler le plus aisément possible dans toutes les attitudes, d'une attitude très très ronde, très très basse, à une attitude type dressage concours. Et ensuite, évidemment, pour être très à l'aise dans une attitude type concours dressage, il vaut mieux qu'il commence par être très à l'aise dans une attitude très très ronde et très très basse et peu à peu raccourcir le cadre. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit live, j'espère que vous avez trouvé ça sympa. Voilà, si vous avez des commentaires, c'est maintenant. Sinon, on va aller prendre l'apéro, parce qu'après tout, je suis en vacances, même si vous voyez que je ne vous oublie pas. Écoutez, je vous dis à bientôt et puis suivez la page Facebook Terre de Sport Équestre. Moi, je trouve ça sympa les petits lives, donc je vous en referai un à l'occasion. Donc n'hésitez pas à commenter si vous avez trouvé ça sympa, ça m'encourage parce que si effectivement je suis un peu tout seul, bon bah je ferai les petites vidéos comme d'hab et puis voilà, mais je trouvais le format sympa des lives. En attendant, je vous dis merci pour ceux qui m'ont suivi et puis on se retrouve bientôt pour un autre sujet. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à me contacter, soit dans les commentaires de cette vidéo, soit directement sur le messenger de la page. Et puis on se retrouve bientôt. Il faut que j'aille regarder un peu sur Facebook ou sur la chaîne des infos les résultats des championnats d'Europe. Là, j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait Kevin Stowe qui avait fait 4 points sur une entrée de double. Et le deuxième cavalier, Alexis de Roubaix, si je ne dis pas de bêtises, qui était sans faute. Donc ça, c'était top. Et peut-être le troisième cavalier aussi, qui était sans faute. Je ne sais plus qui c'était, donc je ne vais pas dire de bêtises. Il me semble que le quatrième, c'était Pénélope. Ah bah merci Virginie, merci Maëva, c'est sympa de commenter. J'espère que ça vous a plu. Si vous êtes là, c'est que ça vous a pas trop déplu en tout cas. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine petite vidéo ou un live comme ça. Salut, à bientôt!